Bonjour les investisseurs malins et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo dans un cadre champêtre dans la nature. Ça me fait du bien, même si la lumière n'est pas terrible, je m'en excuse. Mais je vais aborder avec vous aujourd'hui un sujet qui, je sais, était très attendu. Acheter ou louer sa résidence principale, la méthode pour bien choisir. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet, avec des avis parfois très divergents, souvent très tranchés. Et j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et en tout cas expliquer dans quel cas il était intelligent et intéressant d'acheter sa résidence principale. Parce qu'encore une fois, je sais que parmi les gens qui m'écoutent, même s'il y a beaucoup d'investisseurs qui effectivement sont à la recherche de plus de liberté financière, de revenus supplémentaires grâce à l'immobilier ou grâce à des investissements, je sais qu'il y a aussi d'autres qui sont peut-être très bien d'ailleurs dans leur situation professionnelle, dans leur niveau de revenus, qu'ils ont parfois aussi une famille qui les empêche de rêver d'aller s'exiler à l'autre bout du monde du jour au lendemain. Donc la résidence principale est au cœur quand même des préoccupations de la majorité des Français qui se demandent est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils doivent acheter leur bien dans lequel ils vivent au quotidien pour se sentir bien et être épanouis quotidiennement. Alors je t'invite à rester d'ailleurs jusqu'au bout de cette vidéo parce que non seulement je vais t'expliquer la méthode, on va prendre des exemples chiffrés que tu pourras vraiment complètement transposer à ta situation personnelle, peu importe la région dans laquelle tu vis, mais au moins tu connaîtras la méthodologie pour vraiment savoir si c'est intéressant ou pas d'acheter sa résidence principale en fonction de ta situation et surtout de l'emplacement dans lequel tu te trouves et la durée pendant laquelle tu envisages de rester dans ce bien. Et ce que je vais aussi te partager à la fin de cette vidéo, c'est une invitation à un prochain webinaire qui va non pas aborder cette fois la résidence principale, mais des façons alternatives d'investir dans l'immobilier de façon rentable, souvent d'ailleurs qui se marient très bien avec des investissements en résidence principale, mais qui pour autant sont des investissements immobiliers complètement passifs. Et donc ça, je sais que c'est intéressant avec des efforts d'épargne qui sont extrêmement faibles, donc des choses qui sont peu connues du grand public et qui sont extrêmement appréciées de mes clients lorsque je leur présente les choses. Donc ça, tu verras, je t'expliquerai en fin de vidéo comment t'inscrire à ce prochain webinaire. Et je pense d'ailleurs que lors de ce webinaire, je partagerai aussi ce que j'ai fait personnellement comme montage autour de ma résidence principale qui va encore bien au-delà en termes d'intérêt de ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit bonus que je te garde pour plus tard. Pour commencer, il faut d'abord déterminer le besoin familial. Et c'est déjà une première différence avec la plupart des coachs immobiliers que j'apprécie beaucoup. Je suis ami avec certains et je rejoins beaucoup de ce qu'ils disent sur aussi l'investissement rentable, les investissements intelligents qui nous rapportent en immobilier. C'est clair que la résidence principale n'est pas toujours la meilleure méthode. Mais il faut quand même réaliser que la plupart des Français ne sont pas non plus obsédés en permanence par la rentabilité et l'argent et que le bien-être familial, en tout cas pour ceux qui ont une famille, quand bien même d'ailleurs on peut être juste célibataire ou en couple, on peut avoir besoin d'être bien chez soi pour pouvoir profiter de la vie aussi et d'un bel espace immobilier au quotidien. Donc tout d'abord, il faut vraiment déterminer est-ce que ce qu'on recherche par rapport à sa situation personnelle et familiale, c'est une maison, un appartement, le nombre de pièces, si on a des enfants, etc., etc. Et le cadre de vie, bien sûr, est quelque chose d'important. Une fois qu'on a déterminé ça, pour pouvoir déterminer si la résidence principale est une bonne idée, en tout cas à l'achat plutôt qu'à la location, il va falloir regarder un petit peu l'environnement de sa ville, de sa région. Et je viens tout de suite au point suivant. Une fois qu'on sait à peu près la surface et le besoin pour que tout le monde se sente bien et qu'on a déterminé la ville dans laquelle on a envie de se stabiliser parce que bien sûr on y travaille, parce que peut-être on y est originaire, etc. Une fois que ça c'est bien fixé, on va analyser un peu plus le marché, ça commence toujours par là, et on va surtout analyser les prix du marché. Et ce qu'il va falloir arriver à comparer, et c'est l'exemple que je prends dans la feuille suivante, c'est l'écart de prix, l'écart en trésorerie entre ce que coûte un loyer et ce que va vous coûter une mensualité de crédit pour une même catégorie de biens. Voilà. Donc c'est ça en fait qui va vraiment souvent être la base de ce qu'il vous faudra calculer pour savoir s'il est plus intéressant d'acheter ou s'il est plus intéressant de louer. Parce que souvent ce qu'on entend, surtout l'argument contraire par rapport à l'achat en résidence principale, c'est de dire
il ne faut pas acheter sa résidence principale parce que si ce que vous voulez, c'est gagner de l'argent avec l'immobilier et notamment générer des revenus complémentaires pour avoir plus de liberté, etc. Ça, c'est le discours qu'on entend souvent. Le problème de la résidence principale, c'est que ça va augmenter votre taux d'endettement, puisqu'évidemment, si vous faites un crédit, vous allez avoir un crédit à rembourser, donc une mensualité qui sera bien sûr prise en compte pour calculer votre capacité d'endettement. Mais ce qu'il faut savoir, et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la même chose pour le loyer. Si vous êtes locataire, la banque tient aussi compte des loyers pour calculer votre niveau d'endettement. Donc finalement, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si il faut ou pas acheter, c'est surtout quelle est la mensualité qu'on paye chaque mois pour un même bien, c'est-à-dire un bien dans lequel on a envie de vivre, entre le remboursement d'un prêt ou le montant d'un loyer, puisque pour un montant égal, ça ne change rien au taux d'endettement. Et bien sûr, je rappelle, même si ce n'est pas ce que je vais vous démontrer aujourd'hui, que lorsqu'on achète une résidence principale, on a aussi la possibilité, bien sûr, de faire une bonne affaire, de l'acheter en dessous du prix de marché, éventuellement de faire quelques travaux et tout de suite faire des plus-values. Et je rappelle aussi là, et je ferme cette parenthèse après, que lorsqu'on fait des plus-values en résidence principale, c'est le seul mode en immobilier qui permet d'être complètement exonéré de plus-value lorsqu'il s'agit de la résidence principale. Donc c'est pour ça que ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce que j'entends souvent dans les vidéos ou dans les discours des investisseurs, c'est qu'ils nous disent que c'est une mauvaise idée d'acheter sa résidence principale, mais que dans la foulée, ils nous expliquent qu'il faut acheter des biens très rentables et que souvent la seule façon d'avoir une rentabilité supérieure à 10%, c'est de faire des travaux, de réaménager, de créer des colocations, de tout aménager, etc. Et si on part dans un schéma dans lequel on n'achète pas cher et on fait des travaux, j'ai quand même envie de dire que le moyen le plus rapide de générer de l'argent avec l'immobilier, c'est d'acheter pas cher, faire des travaux et de revendre tout de suite, si c'est sa résidence principale, en exonération de plus-value. Et donc, ça peut être bien sûr un schéma d'investissement extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Il existe de nombreuses, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, il existe de multiples stratégies possibles en résidence principale, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Je veux vous faire la démonstration que même dans un schéma d'acquisition simple, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre l'achat de la résidence principale, c'est est-ce que ça a du sens financièrement dans un schéma classique. Et ça va surtout dépendre, encore une fois, de la ville et de la région et des prix qui sont pratiqués localement. Bien sûr, pour pouvoir prétendre à un prix d'acquisition, quel qu'il soit, il va falloir s'assurer qu'on est finançable. Donc il y a quand même bien sûr la question de l'endettement qui va rentrer en jeu. Même si vous auriez envie de vivre dans une super belle maison, il faut quand même en avoir les moyens de le rembourser. Et enfin, et ça, en fait, pour moi, la clé, elle est là, c'est-à-dire que c'est plutôt sur la durée pendant laquelle vous souhaitez vivre dans cet investissement, dans cette résidence principale, qui va déterminer à court, moyen terme, voire long terme pour des villes comme Paris, mais vous allez vite comprendre pourquoi, s'il est préférable d'acheter ou de louer sa résidence principale. C'est parti pour l'exemple chiffré. Alors voilà l'exemple que je voulais prendre avec vous aujourd'hui. C'est un exemple que j'ai pris volontairement à Avignon, qui est un territoire que je connais bien, c'est là où je vis, enfin, en tout cas j'habite pas loin. Et je me suis contenté, et c'est sûrement ce que vous faites si vous recherchez un bien pour vivre avec votre famille, que ce soit pour le louer ou pour l'acheter. En général, vous allez aller sur le bon coin, vous allez commencer à regarder les quartiers, etc. Où est-ce que vous voulez acheter. Donc là, j'ai pris un exemple qui est à Avignon pour un 3 pièces intramuros, que vous savez qu'Avignon, c'est ce qu'on appelle la cité des papes, il y a le palais des papes et puis il y a des remparts partout autour. Donc intramuros, c'est surtout pour pouvoir comparer ce qui était comparable. Pour un bien équivalent de 67 mètres carrés, j'ai trouvé une annonce, peut-être que je te ferai un extrait si je m'en sors dans le montage vidéo, des annonces que j'ai trouvées sur Le Bon Coin pour un bien équivalent à l'achat et à la location pour pouvoir comparer les valeurs. Donc, ce 3 pièces de 67 mètres carrés, j'en ai trouvé un à la location, bien placé, qui coûterait 730 € par mois. Voilà, c'est le marché, ça correspond à une moyenne, je l'ai vérifié en regardant les différentes annonces pour l'emplacement en question. Et puis, j'ai regardé s'il y avait des biens équivalents à l'achat. Et j'en ai trouvé un qui ressemblait beaucoup. C'était un appart, frais d'agence inclus, qui était placé à 150 500 €. Bien sûr,
si on veut, encore une fois, comparer ce qui est comparable, il ne faut pas oublier tous les détails, toutes les charges, les frais d'acquisition qui effectivement sont supérieurs lorsqu'on achète. Et lorsqu'on achète un appartement, donc non seulement ici déjà on a inclus les frais de notaire, hein, je ne sais pas de combien ils étaient, mais c'était ce qui était affiché dans l'annonce. Il y avait des frais d'acte, oui des frais d'agence, pardon. Des frais d'acte, donc les frais de notaire sont ici, à peu près 11 000 €, hein, c'est-à-dire entre 7 et 8% du prix de vente. Les frais de dossier, donc ça c'est si vous faites un emprunt, parce que je pars du principe, là aussi pour pouvoir le comparer à un loyer, qu'on va faire un emprunt qui sera financé pour la totalité de l'investissement. Là aussi d'ailleurs c'est aujourd'hui un avantage concernant l'investissement en résidence principale. Là où on sait, les investisseurs savent qu'aujourd'hui il est beaucoup plus difficile d'obtenir des financements sur des durées longues, c'est-à-dire plus de 20 ans sans apport, ça devient un vrai challenge. Pour la résidence principale, il y a encore une plus grande tolérance des banques et on peut arriver non seulement dans de nombreux cas à financer l'ensemble de l'investissement, mais en plus de le faire sur 25 ans. Alors évidemment, si vous regardez cette vidéo, vous avez 70 ans, ce sera plus compliqué, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens de 70 ans qui regardent mes vidéos sur YouTube. Donc là, ici dans l'exemple, j'ai ajouté les frais de dossier bancaire en partant du principe qu'il y a un emprunt et les frais de garantie. Donc je rappelle que les frais de garantie, ça peut être les frais d'hypothèque, les frais de caution. Là, il y a aussi notre mode de garantie qui est la garantie privilège prêteur de deniers. Mais voilà, là aussi, je crois que dans mon calcul, j'ai pris 1,5% du montant de l'investissement, ce qui correspond à la réalité. Donc une fois qu'on a tout cumulé, eh bien, finalement, l'achat, le prix d'acquisition, le vrai prix, c'est 171 500 et pas 157 500. Donc effectivement, on a eu quand même pas mal de frais, presque 15 000 €. Et puis, il va falloir regarder ce que ça donne en termes de trésorerie pour pouvoir le comparer au loyer. Donc sur 25 ans, avec un taux à 1,5%, c'est à peu près le marché aujourd'hui, vous devrez sortir 685 € par mois. Donc là, on pourrait se dire, purée, c'est incroyable. En fait, déjà, dès le départ, c'est moins cher que le loyer. Mais pour pouvoir comparer ce qui est comparable, il faut ajouter d'autres frais qu'on n'a pas lorsqu'on est locataire. Notamment l'assurance décès invalidité qui vient s'ajouter au montant de votre mensualité. Et là aussi d'ailleurs, hein, je reviens sur cette mensualité. Si j'arrive à faire le montage, voilà, peut-être qu'au moment où tu m'entends, tu verras l'image apparaître de comment j'ai fait ce calcul. J'ai d'ailleurs utilisé une application géniale. Alors je suis désolé, ça marche que pour ceux qui ont des iPhones. Elle s'appelle Marc Money et elle permet de simuler un tas de choses au niveau des crédits. Mais bon, des simulateurs de crédit, tu peux en trouver partout. Donc l'assurance décès invalidité, bon, j'y suis même allé un peu fort, hein, 0,30 de taux d'assurance, c'est plutôt élevé. Ça représente du coup 45 € par mois. Charge qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on est propriétaire, c'est la taxe foncière, 65 € par mois. Donc ça correspond à peu près, grosso modo, à un mois de loyer, voire de plus en plus souvent plus d'un mois de loyer dans beaucoup de villes. Voilà, là c'est un peu plus d'un mois de loyer. Mais ça, c'est effectivement une charge qu'on a quand on est propriétaire et qu'on n'a pas quand on est locataire. Et pareil, de la même façon, quand vous êtes propriétaire, ben vous avez bien sûr des charges de copropriété que vous devez pleinement assumer, en tout cas si vous êtes dans un appartement au sein d'une copropriété. Alors que je rappelle que pour les charges de copro, lorsqu'on met un bien en location, une grosse partie de ces charges sont supportées par le locataire et seulement une petite partie revient à payer au propriétaire. Mais là, bon, ben là on occupe nous-mêmes le logement, donc bien sûr, on paye plein pot les charges de copro. Donc là aussi, j'ai pris une moyenne. Bien sûr, si vous faites l'exercice pour vous-même, soyez bien vigilant au niveau des charges de copro parce que là, ça peut vraiment plomber un investissement. Donc une fois qu'on a tout cumulé, eh ben, on se retrouve finalement à avoir une mensualité de 830 € par mois versus 730 pour un loyer. Donc là, ça pourrait venir confirmer la théorie qui est de dire il vaut mieux rester locataire que devenir propriétaire dans ce schéma puisque on doit débourser de sa poche 100 € de plus par mois. Et c'est vrai que ces 100 € de plus par mois pourraient venir gréver un petit peu votre capacité d'endettement. Donc charge à vous de regarder si ces 100 € par mois, pour vous, sont significatifs ou pas par rapport à vos revenus et voir si c'est quelque chose qui pourrait vous bloquer pour d'éventuels investissements futurs en immobilier locatif. Mais on va voir que même lorsqu'on accepte de payer 100 € de plus par mois, la question suivante qui vient, c'est puisque je rembourse un crédit et qu'au sein de mon crédit, dans cette mensualité, je paye bien sûr une partie d'intérêt, mais surtout j'amortis du capital.
Capital qui, si je revends mon bien, pourra être récupéré en partie. Donc la question qu'il faut se poser là, c'est finalement combien de temps faudrait-il rester dans cet appartement pour que le capital que je récupère à la fin si je vends me permette de compenser l'écart de loyer, enfin de mensualité que j'ai volontairement accepté de payer. Voilà la bonne équation et la bonne façon de voir les choses si on veut regarder si un investissement est pertinent ou pas. Donc à ce stade, ce qui compte, c'est de vous poser cette question-là. Combien de temps je pense rester dans cet investissement, dans cette résidence principale? Et on va voir que souvent, en dessous de 3 ou 4 années, voire plus dans beaucoup de villes, effectivement, il vaut mieux rester locataire si en tout cas, vous ne faites pas l'affaire du siècle sur votre bien immobilier, c'est-à-dire que vous n'achetez pas un truc à un prix très en dessous du prix de marché, où vous pouvez faire des travaux, faire une plus-value tout de suite, etc. Et on va voir, dans ce cas précis, au bout de combien d'années, ça devient plus intéressant d'être propriétaire. Allez, je tourne la page et on se retrouve de suite pour la suite. Voilà, on y vient, cette fameuse question, combien d'années dois-je rester dans l'appartement pour être gagnant? Donc là, on est toujours sur notre exemple de l'appartement d'Avignon. Et pour pouvoir en fait faire cette analyse, il faut imaginer quel serait le prix de vente. Parce qu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, si dès lors que vous achetez votre bien immobilier en résidence principale, que vous faites des travaux et que grâce aux travaux, vous augmentez la valeur du bien de 30 ou 40 000 euros, alors là, il ne faut même pas se poser la question. Il faut acheter, faire les travaux, rester un peu dedans et revendre. Et là, vous êtes complètement exonéré sur votre plus-value. Et bien sûr, cette plus-value, elle est directement dans votre poche et ce sera forcément plus intéressant que si vous payez un loyer. Mais il y a aussi de nombreux cas dans lesquels c'est compliqué de faire des plus-values et on a envie justement d'aller habiter dans un endroit où on n'a pas trop de travaux à faire, etc. Donc on imagine, et c'est ce que je vous propose comme exercice, que dans tous les cas, on va revendre au prix qu'on avait acheté. Voilà, donc on ne fait pas de plus-value, on n'a pas fait l'affaire du siècle et on va regarder combien d'années il faut rester pour que ça devienne intéressant. Donc vous vous en souvenez peut-être, cet investissement, il avait fait l'objet d'un financement. En tout cas, dans le cas où il a fait l'objet du financement, il a fallu ajouter tous les frais liés à l'acquisition, donc les frais d'acte, donc les frais de notaire, les frais de garantie, etc. etc. Et on l'avait au final payé un peu plus de 170 000. Pour autant, la valeur de marché, la valeur réelle de ce bien, c'est toujours 157 000. Donc ce qu'on retrouve ici, ce que je vous présente, c'est en année 1, on doit encore à la banque à la fin de la première année, le CRD, c'est ce qu'on appelle le capital restant dû. On doit encore à la banque, alors qu'on avait emprunté 171, on lui doit presque 166 000 euros. Donc forcément, si on revend à ce stade, on doit encore plus à la banque que ce que vaut l'appartement. Donc évidemment, ça n'a pas de sens. Et par contre, on a commencé à rembourser. Donc là, ce que je vous présente ici dans cette colonne, c'est la trésorerie si on est propriétaire, ce qu'on doit sortir chaque mois. Et ça, c'est la trésorerie si on est locataire, c'est-à-dire on se contente de payer son loyer. Et on voit qu'en année 1, on sort 9 960 euros par an, donc ça fait 830 euros par mois. Et là, ça fait 8 760 puisqu'on paye un loyer de 730 euros par mois. Donc on voit qu'à la fin de la première année, si on a acheté et qu'on doit revendre au bout d'un an, on a perdu. Non seulement on a sorti 100 euros de plus par mois, donc 1200 euros par an, et en plus, même si on vend, on doit encore de l'argent à la banque. Il faudrait ressortir ici presque 10 000 euros en plus de ce qu'on a payé. Donc c'est là typiquement le scénario où on voit que acheter sa résidence à court terme, sa résidence principale pour une durée courte, dans de très nombreux cas, effectivement, ce n'est pas du tout intéressant, sauf si, encore une fois, on peut avoir fait une super bonne affaire et qu'on peut tout de suite acter une plus-value parce qu'on a revalorisé le bien par des petits travaux, etc. Donc là, année 2, on regarde, on doit toujours 160 000 euros, malgré les remboursements qui continuent à la banque. Donc on doit toujours plus que ce qu'on récupérerait si on revendait le bien. Donc là, c'est facile, on continue à payer 830 euros par mois. Donc là, à ce stade, on en est à 19 900 euros sortis si on est propriétaire et 17 520 si on est locataire. Donc là, être propriétaire nous aura coûté 2400 euros de plus sur la période. Et à partir de la troisième année, c'est là où on voit que ça va commencer à s'équilibrer. La troisième année, pour la première fois, on doit moins d'argent à la banque que ce qu'on récupérerait si on revend le bien.
Donc qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, je ne regarde pas l'hypothèse de la revente. Je suis ici. J'ai sorti encore 830 € par mois pendant un an, donc j'en suis à 29 880 € de déboursés sur 3 ans, versus 26 280 si je suis locataire. Donc à ce stade, ça m'a coûté 3 600 € de plus en étant propriétaire. Mais si je revends, je revends 157 500 et je dois plus que 154 000 à la banque. Donc là, je vais récupérer un billet de 3 500 €. Donc si je le réintègre à ce que ça m'a coûté jusque-là d'être propriétaire, ben finalement, être propriétaire m'aura coûté 26 380. Donc à 100 € près, c'est équivalent à être locataire. Mais ce n'est pas encore plus intéressant. Donc là, on sait qu'on va devoir rester une année de plus et qu'à partir de la 4e année dans cet exemple, ben là, ça devient vraiment intéressant d'être propriétaire puisque la 4e année, ben on a continué à rembourser son crédit, donc on a amorti le capital qu'on devait à la banque. Si on vend son bien 157 500, on ne doit plus que 148 à la banque. Donc là, on récupère pour la première fois presque 10 000 €. On a continué de rembourser, donc là, faites abstraction de ces deux chiffres là au milieu. On a continué de rembourser 830 € par mois, donc à ce stade, j'ai sorti 39 840 € de ma poche. Alors que locataire, j'ai sorti que 35 000 et quelques. Donc théoriquement, être propriétaire m'aura coûté 4 800 € de plus. Mais pour la première fois, si je revends, ben là je récupère 9 500 €. Donc là, si je récupère 9 500 € et que je les déduis de ce que ça m'a coûté d'être propriétaire, ben finalement, être propriétaire m'aura coûté 30 000 €, alors qu'être locataire sur ce bien m'aura coûté 35 000 €. Donc là, ça y est, je suis gagnant à partir de la 4e année. Finalement, j'aurais gagné en net 4 700 € en étant propriétaire versus en étant locataire. Et évidemment, plus longtemps vous restez dans ce logement, ben plus l'écart va se creuser puisque d'année en année, vous devrez de moins en moins à la banque. Donc si vous vendez, vous récupérez un billet dans votre poche qui sera de plus en plus important. Donc là, on a l'exemple d'un bien pour lequel, à partir de la 4e année, ben, il est plus intéressant d'être propriétaire que d'être locataire. Et bien sûr, ce que je viens de dire est sous réserve, et c'est là encore une fois l'argument principal de ceux qui militent pour ne pas acheter leur résidence principale et de faire que de l'investissement locatif, c'est si les 100 € de plus par mois que vous avez dû sortir pendant 4 ans pour être propriétaire de votre résidence principale, vous aurez empêché de faire d'autres investissements beaucoup plus rentables, mais encore faut-il les trouver, parce qu'il faut savoir quand même que pour avoir un niveau de rendement suffisant pour considérer qu'on est vraiment rentable et que ça ne va pas impacter notre capacité d'endettement pour multiplier les opérations, souvent on est sur des opérations dont la rentabilité brute doit être supérieure à 8 ou 9 %. Donc ce n'est pas donné à tout le monde de trouver ces biens-là, même si évidemment ça existe. Donc quand encore une fois, je prends l'hypothèse d'une personne qui n'a pas envie de passer sa vie à chercher la bonne affaire tous les week-ends ou tous les soirs et de faire des travaux pendant des mois et des mois, ce qui encore une fois bien sûr est un excellent moyen de gagner de l'argent, mais beaucoup de gens n'ont pas cet objectif-là parce qu'ils ont déjà des revenus suffisants. Et là, on a juste une démonstration simple du calcul pour déterminer au bout de combien d'années il est intéressant d'acheter sa résidence principale, une fois bien sûr qu'on a déterminé tous les autres critères auparavant sur la comparaison de prix entre l'achat, la location, etc., etc. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu et surtout j'espère que tu sauras utiliser cet exemple pour pouvoir faire des simulations dans ton propre cas. Et comme je l'ai promis en introduction, je vais t'inviter dans un prochain webinaire pour lequel tu as un lien sous cette vidéo. Pour t'inscrire à ce prochain webinaire, c'est un webinaire dans lequel je vais évoquer d'autres stratégies d'investissement immobilier qui ne sont pas des investissements ou des stratégies qu'on a l'habitude d'entendre sur Internet, qui se marient très bien avec une catégorie d'investisseurs qui ont envie d'investir, ont les moyens d'investir, ont parfois et souvent, c'est ce que je recommande, ont parfois même déjà investi dans leur résidence principale et ont peut-être même avec un peu de chance déjà amorti pas mal de capital à la banque. Mais moi je rencontre beaucoup de clients qui sont dans ce schéma-là et qui se demandent comment ils peuvent continuer d'investir intelligemment sans passer tous les week-ends à faire des travaux ou à gérer des locataires. Il existe des investissements locatifs complètement passifs à des niveaux de rendement supérieurs à 5% et qui peuvent
être utilisé avec le levier de la dette bancaire, ce qui permet vraiment d'accélérer la croissance de son patrimoine et notamment d'augmenter les revenus pour sa retraite. Donc ça, c'est un webinaire qui, à mon avis, devrait beaucoup te plaire. En tout cas, moi, à chaque fois que je l'explique à mes clients, ils sont comme des fous et ils se disent comment ça se fait qu'on ne m'a pas parlé de ça avant. Et j'ai envie de te mettre en bonus de ce webinaire, pour faire le lien aussi avec cette vidéo sur la résidence principale. Je vais te donner l'exemple que j'ai utilisé moi, puisque c'est les exemples que je connais le mieux, puisque c'est ceux que j'ai pratiqués personnellement. Comment est-ce que moi j'ai structuré de façon particulière ma résidence principale pour largement booster tout ce que je viens de t'expliquer. Maintenant, tu en feras ce que tu veux, c'est une idée parmi d'autres. Mais en tout cas, je peux te dire que je suis très content d'avoir mis ça en place et que ça m'aide beaucoup aujourd'hui à continuer d'investir parce que j'ai une résidence principale dans laquelle on se sent très bien avec ma famille, qui est très confortable et qui nous coûte vraiment pas grand-chose grâce à la stratégie que j'ai mise en place. Donc c'est beaucoup plus puissant encore que ça. Voilà, j'en termine pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu longue, mais qui méritait, je pense, d'être abordée, dans lequel il fallait rentrer un petit peu dans le détail. Donc j'espère que ça t'a plu. Bien sûr, n'hésite pas à me mettre tes commentaires, tes questions, si ça t'a plu ou pas, etc., etc. Tu en as l'habitude. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!